on a la chance d'avoir un certain nombre de médecins et de spécialistes autour de nous. Donc, pour la plupart, ils n'ont pas encore vu le film. C'est la première fois qu'ils le voient, donc je vais leur demander une réaction. Et puis après, bien évidemment, on échangera avec vous. Voilà. Alors, je vais demander à France Pirenne de bien vouloir réagir. On voit dans le film que, effectivement, il y a 2 séquences d'échanges transfusionnels. Il y a une malade régulière, donc il y a des échanges. Et puis, effectivement, il y a Rodrigue. Et le docteur Julan dit il y a des spécificités ethniques par rapport au sang. Et donc, j'aimerais bien qu'on reprécise ça, parce que c'est pas évident de bien comprendre que pour soigner les drépanocytaires d'origine afro-caribéenne, il faut des donneurs d'origine afro-caribéenne. Est-ce que vous pouvez repréciser ? Tout à fait, oui, tout à fait. En fait, les groupes sanguins varient d'autant plus entre les populations que les individus sont d'origine géographique éloignée. Et quand on fait une transfusion, eh bien, on doit respecter la compatibilité des groupes sanguins. Donc en fait, il y a des molécules qui sont exprimées à la surface de globules rouges de certains donneurs et qui ne sont pas exprimées chez les receveurs. Et donc, eh bien, si on expose des patients à des molécules de groupe sanguin qu'ils n'expriment pas eux-mêmes, ils peuvent réagir comme un corps étranger, comme une infection. Ils peuvent réagir et donc produire des anticorps qui peuvent avoir ensuite des conséquences sur la transfusion. Voilà. Donc, il est vraiment indispensable de pouvoir avoir des donneurs de sang de même origine géographique que les patients, donc des donneurs d'origine d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique d'origine antillaise, de façon à être le plus compatible possible pour les patients. Et dans le cas contraire, ça n'aurait pas d'impact, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous voulez dans le cas contraire ? C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui est d'une origine totalement différente et qu'on transfuse... Non, alors on peut aussi avoir dans la population d'origine européenne des donneurs de sang qui sont compatibles avec les patients, mais pour avoir la parfaite compatibilité, c'est quand même quand on puise dans la réserve de sang venant de donneurs d'origine africaine antillaise. Et il est vrai qu'en France métropolitaine, eh bien, nous n'avons malheureusement pas assez de dons de sang issus des populations africaines et antillaises pour pouvoir transfuser en toute sécurité complète tous ces patients. Merci. Alors je me tourne vers Jenny parce que tu es en contact avec les malades, la population drépanocytaire. Donc, est-ce que parmi les malades que tu fréquentes, etc., est-ce qu'ils sont nombreux à faire des échanges transfusionnels? Et est-ce que effectivement tu es inquiète, en tout cas préoccupée, par le fait qu'il y ait suffisamment de donneurs pour les échanges? Bonsoir à tous. Effectivement, il y a beaucoup de malades qui subissent justement l'échange transfusionnel. Je suis très inquiète, mais vraiment très inquiète, d'autant plus que à l'association, tout le temps, on va à la radio, à la télévision, on nous entend partout et on voit le nombre de personnes, justement ces personnes qui vont donner leur sang, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce ramdam qu'on fait tous les jours, donc ça nous inquiète énormément. Cependant, je suis confiante, parce qu'on sait peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire, j'en sais rien. J'ai confiance, on travaille en étroite collaboration avec l'EFS aujourd'hui, donc j'espère que ça va changer. Mais effectivement, je suis très inquiète, d'autant plus qu'il y a quelque temps, un jeune a, je dirais, passé la main. Il n'y avait pas de sang pour notre petit. Il a dit, moi, je préfère rester là. Et donc, ce jeune a failli mourir. Donc, c'est quand même inquiétant, tout ça. Donc, j'espère qu'on va y arriver un jour et que la population prendra conscience que, même évidemment pour la drépano, mais il y a d'autres pathologies graves, qu'il faut justement donner du sang. Mais bon, on essaie avec les moyens que nous avons, on verra bien. Mais sur les malades de la drépanocytaire, quelle est la proportion de malades qui font des échanges? Je ne sais pas exactement parce qu'on n'a pas tout réuni, mais il y en a pas mal. Déjà, j'ai un cas chez moi, mon fils, il est échangé toutes les 6 semaines, et sans ce don de sang, il ne serait pas en vie aujourd'hui, parce qu'il est en échec thérapeutique avec tout ce qu'on nous a proposé. Et aujourd'hui, il s'appelle Taylor, il est là avec moi. S'il n'y avait pas ces échanges transfusionnels, il ne serait pas là, il serait déjà mort. Donc, je parle vraiment de la mort, parce que
c'est difficile à dire parce que j'ai perdu une nièce. Elle avait 26 mois, elle a eu le temps de mourir avant d'être échangée. Et plus récemment, un neveu, ça fait 3 ans qu'il est mort aussi dans les mêmes conditions. Donc, c'est pour se dire que ça m'inquiète énormément. Mais l'espoir est là. Moi, j'espère qu'un jour, en dehors du don de sang, qu'on guérira la drépanocytose, et ça, c'est notre but. On se bat pour ça à l'association. Tout à l'heure, là, tu as parlé de généralisation de dépistage. Oui, mais pour les personnes dites à risque, il y a quand même un ciblage ethnique. Et c'est notre combat aujourd'hui, faire en sorte que le gouvernement nous sorte de ce ciblage ethnique, ce qui veut dire que quand on est au faciès, à la zone géographique des parents, on va faire un dépistage systématique. Mais sinon, non, alors qu'il y a des personnes, c'est notre inquiétude très pâle, qui pourraient faire justement passer dans les mailles du filet. Et ça nous inquiète énormément aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent dans la drépanocytose. Et pour ne pas être longue, tu sais, j'ai eu une annonce diagnostique par téléphone, il y a 27 ans. On m'a dit par téléphone que mon fils n'atteindrait pas l'âge de 5 ans. J'ai refusé ce diagnostic par téléphone. Et jusqu'à maintenant, il y a encore des annonces diagnostiques par téléphone. On en a eu encore la semaine dernière. Donc tout ça, c'est un combat qu'il faut mener tous les jours. Et évidemment, je n'ai jamais accepté ce pronostic, dire que mon fils n'allait pas vivre jusqu'à l'âge de 5 ans. Et c'est grâce aux transfusions et grâce aujourd'hui aux échanges transfusionnels qu'il est en vie. Donc c'est vraiment mon grand combat. Merci Jenny, merci. Alors, je crois qu'on peut l'applaudir parce que le combat qui est mené auprès des malades et en liaison avec les hôpitaux et l'EFS, c'est un combat qui est vraiment important. Alors, maintenant peut-être qu'on pourrait parler de la guérison et peut-être de la greffe, Françoise. Alors d'abord, je tenais à vous remercier parce que vous avez œuvré à faire que ce film soit compréhensible, en tout cas que les parties scientifiques soient le plus correct possible. Donc merci parce que vous avez passé du temps. Merci de nous avoir mis en relation avec les associations d'anciens greffés. Donc merci pour votre engagement. Et comme vous êtes une pionnière de la greffe de moelle osseuse, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui sur la greffe de moelle osseuse? On a un peu l'impression quand même, enfin nous qui ne sommes pas des spécialistes, que c'est quand même très limité. Enfin, il n'y a pas beaucoup de greffe qui est donnée. Quels sont les principaux obstacles et comment on peut imaginer les surmonter? Alors merci pour l'introduction. D'une part, la greffe, c'est quand même beaucoup répandu. Enfin, en France, évidemment, c'est quand même limité. Il y a 300-350 patients qui ont été greffés. Mais les résultats de la greffe se sont considérablement améliorés. Et depuis l'année, par exemple 2005, avec un donneur HLA identique parmi les frères et sœurs, comme a eu Rodrigue, les chances de succès sont de 98%. Donc en fait, il n'y a plus qu'un 1% de risque de décès, 1% de risque de rejet. Ça chez l'enfant ayant un donneur HLA identique. Ce qui a changé aussi, c'est que maintenant il est possible de greffer quelques patients sévères avec un donneur non complètement identique. Il y a eu des greffes de fait avec un donneur à moitié identique. Donc ça peut être les parents, puisque les parents sont forcément à moitié identiques. Alors ce sont des greffes plus risquées, les résultats ne sont pas les mêmes, mais ils sont quand même de l'ordre de 70% de chances de guérison. Et puis il va y avoir la thérapie génique. Bon, pour l'instant, ça n'est pas encore pour aujourd'hui en France, voilà, parce que en France, pour l'instant, avec la drépanocytose, il n'y a eu que 3 patients qui ont pu bénéficier de la thérapie génique, mais on sait que c'est en pleine expansion et que ça va arriver. Alors quand même, j'aurais resitué il ne faut pas oublier que même pour la thérapie génique, il y a quand même un conditionnement chimiothérapique. Bon, c'est quand même un traitement qui a certaines complications tout de même. Merci. Alors, professeur Bartucci, vous êtes donc
vous enseignez et vous travaillez à Henri Mondor, sur la recherche concernant la greffe, alors thérapie génique, mais aussi peut-être avec des donneurs moins compatibles, ou alors avec des personnes qui sont adultes, parce qu'en fait on parle beaucoup d'enfants, mais je pense qu'il y a aussi, les adultes peuvent être concernés aussi, les jeunes adultes, où en est-on? Alors oui, d'une part il est vrai qu'il y a quand même des particularités entre l'enfant et l'adulte, et par exemple pour la greffe, effectivement plus on greffe tôt, en tout cas dans l'enfance, meilleurs sont les résultats. Ensuite, en médecine d'une manière générale et pour la drépanocytose également, on est toujours à essayer de peser au mieux la balance des bénéfices et des risques. Il se trouve que dans la drépanocytose, sur les 10 dernières années, le nombre d'innovations thérapeutiques est assez impressionnant parce que finalement il ne s'est pas passé grand-chose pendant beaucoup de temps. Et là, on a un nombre de nouvelles molécules assez impressionnant et on a des vrais espoirs de guérison. Alors, d'une part, sur l'allogreffe, il y a eu des vrais progrès, et les vrais progrès sont venus du fait que maintenant les conditionnements sont ce qu'on appelle atténués, c'est-à-dire ils sont moins lourds que ce qu'on a vu dans le film, mais ça c'est encore dans le cadre des allogreffes avec un donneur frère ou sœur compatible. Après restent les allogreffes qu'on va appeler donc haploïdentiques, où là effectivement c'est à moitié compatible, et là le risque reste encore important. C'est pas uniquement un problème de rejet ou de succès, c'est un problème aussi de complications, de GVH comme le disait le professeur Suarez. Et donc la thérapie génique est venue pour donner une réponse éventuellement à ces patients qui n'ont pas de frères ou de sœurs qui soient compatibles, et de façon à minimiser les risques. Alors en même temps, on est dans une situation où le risque, il est quand même encore un peu inconnu, parce qu'on est sur une révolution de la médecine, parce que c'est vraiment une révolution de la médecine, pas que pour la drépanocytose, mais pour toutes les maladies, et on a la chance que la drépanocytose finalement soit un des fers de lance de cette évolution. Les premiers essais commencent, et pas qu'un seul, il y a beaucoup d'essais sur la thérapie génique. Maintenant, il faut attendre de voir les résultats, et en tout cas, elle arrive également en France. On fait partie des pays qui vont pouvoir en bénéficier, mais dans le cadre d'essais, mais je pense que d'ici 5-10 ans, on l'aura sous forme de traitement et de manière plus ouverte. Le professeur Cavazana était venu à l'Assemblée nationale, elle avait pu se libérer, elle avait effectivement confirmé qu'elle était vraiment engagée de façon durable sur ces essais. Et on a même rencontré, alors le jeune homme, si vous avez vu le premier film, Arnaud Oulaye, qui fait effectivement un échange transfusionnel, est candidat retenu pour la thérapie génique. Donc, et c'est parce qu'il n'a pas de famille compatible, et donc l'année prochaine, je crois que c'est en 2020, il va rentrer dans le protocole. Donc effectivement, c'est quelque chose d'important. Alors peut-être revenons au film, parce que Franck, toi tu as passé beaucoup de temps avec les malades, avec les médecins, avec les chercheurs, et tu es allé en Afrique, tu es donc allé en Guadeloupe et ici. En fait, quel message tu tirerais, ou quels sont les messages que tu tirerais de ton expérience au contact de ces malades, de ces chercheurs et de ces médecins? Le premier message, c'est le courage. Le courage, parce que je n'ai jamais entendu ces malades se plaindre. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué. On sait qu'ils souffrent, mais j'ai pas entendu des malades me parler de mort, de suicide. Alors ça existe sans doute, c'est peut-être de la pudeur, mais ce qui m'a frappé, c'est le courage, d'autant plus que la majorité d'entre eux ne sera jamais, a priori, ne sera pas guérie. La greffe de moelle est ouverte à un tout petit nombre de personnes. Je ne sais pas combien de temps la thérapie génique prendra pour qu'elle soit accessible à tous les drépanocytaires, en tout cas au moins en France, en Europe. Je sais qu'en Afrique ce sera sans doute plus long pour des questions de moyens, mais malheureusement il y a une génération là qui malheureusement n'a pas accès à la guérison, ou si peu. Donc vraiment, ce qui m'a marqué, c'est leur courage dans la maladie,
l'envie de se projeter. Vous avez vu, il y en a qui ont des enfants, alors qui craignent de ne pas être là pour leurs enfants, mais qui assument. Il y en a qui ont des projets professionnels, comme Taylor, comme certains qui sont là, qui ont des projets d'entreprise, qui vivent tout simplement, mais dans cette douleur perpétuelle, continue, et l'épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et alors toi qui as passé du temps en Afrique, alors je crois qu'il faut vraiment le dire, le cas du professeur Tshilolo est exceptionnel, exemplaire. Je veux dire, c'est pas du tout la règle, y compris en RDC. Comment tu vois la situation de l'Afrique ou du Congo avec cette population qui ne guérira pas? Comment tu les vois évoluer et par rapport aux efforts qui sont faits? Ben, la situation est catastrophique. C'est vrai que dans d'autres projections, certains Africains qui étaient dans la salle m'ont fait le reproche d'avoir été à Monkole, le centre hospitalier mongolais que dirige le professeur Tshilolo, et en me disant oui, mais au Congo, ou plus généralement en Afrique, combien de personnes ont accès à un centre aussi moderne, avec un personnel aussi compétent, et donc ce reproche m'a été fait, que je comprends, parce que c'est vrai que la majorité des malades sont dans des conditions terribles, et parfois n'ont même pas accès à des médecins, et encore moins à des spécialistes. Mais l'exemple du professeur Tshilolo, pour moi, est quand même important, puisqu'il, pour moi, il préfigure, en tout cas j'espère, l'avenir, parce qu'il en faudrait 10, 20, 100, 1000 comme lui. Et il est un exemple pour beaucoup de médecins dans son pays, c'est sur le continent africain, et c'est un continent qui manque de spécialistes de la drépanocytose, qui manque de structures, et il y a de gros efforts il y a de gros efforts à faire pour pour les États, pour les gouvernements. Il faut qu'ils mettent plus de moyens dans la santé et dans la lutte contre la drépanocytose en particulier. Et le dépistage. Et le dépistage aussi. En plus, on ne fera pas de leçons de géopolitique, mais certains pays africains peuvent mettre plus de moyens dans la santé, ça c'est certain. Très bien. Alors, avant de vous donner la parole, moi je crois qu'il faut quand même qu'on dise à Rodrigue de venir nous rejoindre, parce que Rodrigue, il y a un an, alors pendant que l'applaudir. Rodrigue, ça fait quoi? Ça fait un an qu'on s'est rencontrés en avril avec Franck, avec Mafrida, qui nous avait reçu. Et puis, il y a un an, tu étais à Necker, l'échange, la séquence de l'échange était au mois de juin? Ça date du mois de juin. Bonsoir à tous. Oui, la séquence qu'on voit dans le film où je fais l'échange transfusionnel date du mois de juin. Maintenant, un mois. Un an, pardon. un an. Bon, comment tu vas? Ça va très bien. Ça fait maintenant 9 mois que j'ai été greffé. Et tous les mois, le jeudi exactement, j'ai rendez-vous à l'hôpital Necker avec le professeur Soares ou soit le docteur Marseille pour un contrôle, pour voir vérifier que la greffe elle tient toujours, pas de signe de GVH. Et mes derniers examens sont très positifs. J'ai un taux d'hémoglobine qui est monté à 13. Et pour ce qui est pour un drépanocytaire, c'est exceptionnel. Ex-drépanocytaire. Et cette période post-greffe, comment tu l'as vécue? Cette période, la période post-greffe, ça s'est, en termes généraux, ça s'est bien passé au niveau santé. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'ai fait plusieurs mois sans enchaîner de crise, et ce qui ne m'arrivait pas avant. Sur une année, on va dire, je pouvais enchaîner 2-3 crises par an. Maintenant, là, ça va faire un an que j'ai pas un an et demi, parce que la dernière crise date de 6 mois avant la greffe quand même,
que j'ai pas eu d'anomalie. Et c'est un grand bonheur en fait. Je sais pas, je peux pas vous expliquer ça, mais je me sens privilégié par rapport aux autres qui sont encore atteints de cette maladie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner un micro à Mafrida? Parce que Mafrida, je voudrais quand même que tu dises un mot. Ils ont tous... Je remercie d'abord tous les médecins parce que c'est grâce à eux qu'il est là et aussi à son grand frère. Mais franchement, je dis merci et bravo à tout le corps médical. Franchement, merci. Et j'ai aussi une tristesse aussi pour les autres qui ne sont pas encore greffés aussi parce que c'est toujours le combat. C'est mon combat aussi. Et je suis de tout corps avec les mamans et particulièrement à la dame qui fournit vraiment des efforts. Madame, je vous dis merci. Et merci à vous aussi parce qu'il était trop courageux. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que tu m'as dit je suis tombé malade parce que en fait j'ai pas pu faire d'échanges et qu'il y avait une histoire de... bref, il aurait été nécessaire de faire des échanges rapidement et ça n'a pas eu lieu. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vraiment essentiel que ça fonctionne, mais même au mois d'août et même à Thonon, parce que si ça ne fonctionne pas, des jeunes comme toi peuvent mourir, puis c'était quand même une crise sévère. Donc, comment vas-tu et est-ce que tu continues à faire des échanges? Donc, bonsoir tout le monde, je viens de me lever. Donc, aujourd'hui, je vais très bien, c'était pas comme il y a un an. Donc c'est vrai que j'avais arrêté de faire des échanges transfusionnels volontairement, donc c'était de ma faute. Je connaissais les conséquences, mais c'est vrai que quand on vit avec la drépanocytose, on a beaucoup d'interdits. Et il faut savoir que cette maladie a gâché une bonne partie de mon enfance, une partie de mon adolescence, et puis quand même un peu de ma vie de jeune adulte. Mais j'ai voulu donc braver encore un interdit, puisque c'est vrai que j'aime braver les interdits, ce n'est pas que j'aime jouer avec ma santé. Mais comme je le dis souvent, comme je l'ai souvent dit à ma mère, personnellement, c'est vrai que c'est un choix personnel, mais je préfère vivre pas longtemps et m'amuser sûrement de ma vie, plutôt que de rester cloîtré dans une chambre et de rien faire. Puisque la vie pour moi ne se compte pas en temps et en nombre d'années, mais surtout en expérience et en vécu. Et comme je le dis souvent, je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de vécu. Donc j'ai voulu... annuler les échanges transfusionnels, c'était pour la petite histoire, pour partir en Amérique, pour étendre mon marché par rapport à mes entreprises. Et bien sûr, en Amérique, les techniques sont chères, la sécurité sociale n'est pas la même. Donc j'avais décidé d'arrêter les échanges transfusionnels, ce qui m'a quand même provoqué un mois après 5 crises dans les 10 jours qui étaient là. Ma mère était partie aux Antilles, je me rappelle, le jour de la Coupe du Monde, à la finale, c'était ma première crise. Et ce s'enchaîner puisque je suis un drépanocytaire très symptomatique. Quand j'entends que des drépanos font des crises 10 fois dans l'année ou même 5 fois dans l'année, ça m'étonne puisque moi, honnêtement, si on ne fait pas d'échanges transfusionnels, des crises, j'en fais au moins 10-15 fois dans le mois. Donc vous voyez que chaque drépanocytaire est différent. Et bien sûr, j'ai retenu la leçon, j'ai repris les échanges transfusionnels. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Et puis... c'est une procédure qui me permet d'être là, à témoigner ce soir, à réaliser quand même mes rêves, puisque je ne serai pas là pour en parler et pas là pour braver les interdits. Donc je remercie quand même les gens qui se battent pour ça, que ce soit l'EFS, que ce soit la PIPD, et puis toute personne concernée qui est là et qui se bat contre ce type de maladie. Je m'appelle Rodrigue, j'ai 23 ans maintenant. Je me suis fait greffer quand j'avais mes 22 ans, le 2 août exactement, à l'hôpital Necker. La greffe elle s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, il fallait un confinement de la greffe, c'est-à-dire ça passait par des échanges transfusionnels, tous les mois à faire, tous les 2 mois je pense, oui. Et avant ça, il fallait faire un dépôt de spermatozoïdes parce que la chimiothérapie avait pouvoir avoir des effets néfastes par la suite si je désire avoir des enfants. Et pré-greffe jusqu'à post-greffe, c'est vraiment une hygiène de vie
très strictes. Par exemple, la chambre de confinement qu'on a vu dans le film. Sans ça, je serais exposé à des bactéries, à des virus, à des microbes, et ça pourrait nuire à la greffe, même si j'ai été un bon receveur. C'est-à-dire que tout de suite les médecins ont confiance en moi par rapport à la greffe, que j'ai un bon état de santé, et ça pourrait aider aussi. Oui, je suis la maman de Rodrigue. On a su ça quand j'ai perdu mes 2 enfants. Ça a été trop dur. Mon mari a vu que, comme en Afrique, il n'y a pas de soins. Vous savez comment est l'Afrique. Donc il a préféré nous envoyer en France. Et Dieu merci. Vous étiez en Afrique à ce moment-là? Oui, j'étais en Afrique. J'ai accouché Rodrigue en Afrique. Ouais, j'ai accouché tous mes enfants en Afrique. Et quand mon mari a eu l'occasion de m'envoyer, il nous a envoyés ici. Donc, ce que moi je me dis, c'est que les parents, les familles ne sont pas ouvertes. Les familles cachent trop beaucoup de choses. Tu vois, c'est une maladie comme toute maladie, mais les familles, c'est un peu tabou. C'est un peu tabou. Donc il faut que les familles aussi, vous voyez, bon, si je n'avais pas accepté, et Rodrigue n'avait pas aussi accepté de tourner ce film, c'est que le film n'est pas sorti. Donc il faut que les parents essaient aussi de comprendre que c'est pour le bien de leurs enfants aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dépendants. Hein. Et vous avez cette chance que votre fils soit, donc votre grand-fils Lionel, qui soit compatible à lui, oui. Oui. Et mon fils aîné, son grand frère, qui soit compatible aussi. Parce que lui aussi, il nous a beaucoup aidé. Hein. Il a accepté, mais 1 an après. Mais il a accepté. Il a accepté. Bravo, je lui dis bravo. Et je remercie aussi la France qui m'a accepté, qui m'a accueilli ici. Parce que si la France ne voulait pas m'accueillir ici, c'est que Rodrigue n'a pas eu cette chance. Mais je remercie aussi tous les médias parce que franchement, bravo. Et sans oublier le professeur Mariam de Montalembert. Vraiment, c'est elle qui a vraiment... Et je remercie aussi le Seigneur. Merci.